cette nouvelle émission. Quel plaisir de vous retrouver pour la première de la saison. Confirmez-moi dans le chat qu'on m'entend bien. Les gars, Sapiens, Simon, Hugo, bienvenue dans cette nouvelle émission. Quel plaisir de vous retrouver. Sapiens, Simon, vous allez devenir titulaire de l'émission. Bientôt, je vous laisse les clés de la chaîne, hein, c'est la vôtre. Bonsoir, les gars, merci à vous d'avoir répondu présent. Merci à toi pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous, salut, ravi d'être là également. Merci à vous les gars, c'est un grand plaisir. Comme vous pouvez le voir à l'écran, déjà une première image, la surprise de la soirée. Hier soir, c'était Dani Namasso, le joueur prêté par le Alors, FC. ça va être embêtant si on n'entend pas bien Elliot qui mène l'émission. Si on n'a plus d'animateur, on va devoir meubler. Mais Est-ce que écoutez, première journée, premier couac, mettre en jambe. C'est ça, je pense qu'il avait eu un petit problème de se reconnecter parce que la dernière fois, il avait déjà eu ce petit décalage, donc on va voir. Il s'est porté la poisse lui-même. Ouais, je crois, en plus, juste avant, il nous a dit « J'espère que tout se passe bien », mais peut-être qu'il a déménagé dans un endroit où il est revenu à un modem 56K, c'est possible. Alors, on va regarder en même temps si jamais... est-ce que il est de retour, c'est bon. Tac. Alors attendez, parce que là vous m'entendez, mais pas l'émission, je crois. Ok. Tac. En tout cas, nous, on t'entend, on te voit. Oui, ça semble correct. Hop. Voilà, je crois que vous m'avez retrouvé. Je vous avais lâché un petit temps. Non, je rigole, c'était pas du tout fait exprès. J'espère que ça va pas trop bugger. Ça avait pas mal bugué mercredi. J'espère que on va pouvoir au moins avoir le son. Vous en faites pas si s'il y a des petits lags d'image, c'est normal. Je crois que mon PC il supporte pas super bien tous ces affichages, etc. sur l'écran. Moi, j'essaie de vous faire un truc sympa. Vous allez voir tout au long de la soirée, il va y avoir des petits jeux, des petits questions-réponses. Et surtout, pour commencer, je me devais de vous afficher donc une image de Dani Namasso d'abord. Et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa. Hier soir, j'étais idéalement placé pour vous afficher le clapping. Voilà, je vous affiche brièvement le petit clapping de fin de match. J'espère que ça vous plaît ce genre de contenu. J'étais idéalement placé pour filmer le clapping. Donc voilà, c'était toujours un moment sympathique. Messieurs, donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette émission. Dans le chat également, n'hésitez pas à nous partager vos ressentis pour le match d'hier. Et on va démarrer sans plus attendre le programme de la soirée. Comme vous pouvez le voir, on va commencer par la mise en contexte, les performances collectives, individuelles et le top flop, comme d'habitude. Et le premier changement du soir, au-delà de la page de droite, mais que vous connaissez maintenant, c'est la possibilité de suivre en direct le programme avec le petit surlignage, si je puis dire, du moment dans lequel on est dans l'émission. J'espère que ça vous plaît. Vous étiez nombreux à me le demander, notamment pour ceux qui vont arriver en cours d'émission. Je pense que ça va être bien utile. Donc voilà, on va commencer les merlus, la mise en contexte. Ce soir, on est avec Hugo qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Hugo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'été du FC Lorient, qui n'est pas encore tout à fait fini, le mercato, la prépa? Et on parlera ensuite dans un second temps de la compo d'hier, mais d'abord le mercato et la prépa. Alors, comme vous le savez sans doute, cet été marque notre grand retour en Ligue 1, après le titre de champion qu'on a obtenu la saison dernière, une remontée acquise tout de suite après notre redescente en 2024. Donc, un grand soulagement et aussi une très très belle saison sur le plan du jeu et des résultats, avec globalement la colonne vertébrale de l'effectif qui a été descendu de Ligue 1 à Ligue 2 pour cette remontée. Malheureusement, le mercato d'été correspond à la majorité des clubs de l'élite pour celui du FC Lorient, avec des moyens financiers très réduits compte tenu de la crise des droits télé et des Merlus qui font face à un effectif pratiquement moins qualitatif que l'année dernière, avec notamment 3 départs libres, Julien Laporte, Yvon Vogo et Julien Ponceau, qui étaient des cadres de cette équipe depuis plusieurs années, qui n'ont pas été renouvelés pour différentes raisons, à des postes clés, gardien, défenseur central et milieu de terrain offensif ou ailier. Il y a aussi le départ majeur, celui de Elie Junior Kroupi, qui était notre meilleur buteur, meilleur joueur de Ligue 2, qui est parti pour une rondelette somme du côté de Bournemouth et qui devrait faire parler de lui à l'échelle du football français dans les prochaines années. Donc, globalement, un effectif de Lorient qui s'est amoindri sur le plan
de la qualité technique, sur le plan des offensifs, sur le plan aussi de l'expérience collective. Mais malgré tout, des Merlus qui veulent surfer sur en fait la réussite de la saison dernière avec le staff d'Olivier Pantaloni, ce qui a fait un peu la vertu de la remontée avec beaucoup de solidarité, de l'efficacité, et donc des moyens réduits pour ce mercato avec des recrutements soit libres, soit en prêt. On pense notamment au défenseur central Faye qui arrive de Leverkusen, au milieu de terrain offensif Derman Karim qui a fait ses premiers pas hier après-midi. On attend encore vraisemblablement 3 ou 4 recrues, dont probablement un gardien numéro 1, puisque Bingourou Kamara semble être parti pour être numéro 2. Et on en débattra peut-être. Sa prestation d'hier a sans doute renforcé ces craintes-là. Et dans l'ensemble, de fait, Lorient qui démarre l'année et le match d'hier à la Baie des Champs avec une équipe sur le papier plus faible, notamment sur le plan de l'animation offensive que l'année dernière. Et l'objectif pour cette saison, évidemment, c'est un euphémisme de le dire, ça va être dans un premier temps de se maintenir dans cette Ligue 1 à 18, très homogène malgré tout, en tout cas en ce qui concerne le bas du tableau. Ouais, tu l'as dit, avec pas mal de chantiers quand même côté Lorient, perte de gros joueurs, etc. Pour le poste de gardien, évidemment, on reviendra sur le match de Bingourou Kamara au moment des performances individuelles. Mais il y a quand même cette rumeur Ilan Meslier dont on peut discuter brièvement. Toi, Hugo, j'ai vu que ça divisait grandement la communauté lorientaise. Pour ou contre une arrivée d'Ilan Meslier? Pour moi, il y a deux échelles de vision. Mon opinion, c'est que Ilan Meslier, il a débuté à Lorient dans des circonstances très compliquées. Il avait 17 ans, il était perçu comme l'espoir ultime à ce poste au niveau du centre de formation et de la relève un peu au poste de gardien à Lorient, parce qu'à l'époque, il avait des concurrents très faibles et c'était une situation problématique. Il s'était pris beaucoup de pression dans la tête, il n'avait pas été performant, il avait fait beaucoup d'erreurs. Depuis, il s'est aguerri en expérience du côté de Leeds, il s'est affirmé dans un premier temps en Première Ligue. Et puis de l'extérieur, on a le sentiment qu'il a traversé des derniers mois très compliqués. Faut se méfier, un peu toute proportion gardée, des commentaires qu'on voit, notamment des supporters anglais. On a dit qu'on est ravis de le voir partir, etc. On a vu passer des compiles de boulettes, un peu pour le décrédibiliser. Je pense qu'Ilan Meslier, il a des failles. C'est pas un gardien parfait. C'est pas non plus le gardien qu'on pense qu'il est. C'est-à-dire que du fait de son parcours, de qui il est un peu mis sur un piédestal du côté du Morbihan, mais il est sans doute moins fort intrinsèquement que cela. Malgré tout, compte tenu du contexte, une nouvelle fois, du foot français, de la crise économique, de tout ce qui va avec, il n'y a pas à lésiner non plus 5 minutes. Prendre Ilan Meslier est une bonne opportunité de marché. Il a l'étoffe certainement, après s'être aguerri en Première Ligue, pour être titulaire en Ligue 1. Maintenant, il ne faut pas penser non plus qu'on a recruté un gardien typiquement largement supérieur à Ivo Mvogo qui était auparavant dans nos buts. Ce serait un recrutement du standing du FCL, mais qui malheureusement serait sans doute accompagné d'attentes un peu disproportionnées, je pense. Ouais, et puis en plus, enfin, tu parles, toi, Hugo, de recrutement standing FCL. J'imagine que dans une grille salariale typique de promu de Ligue 1, de Ligue 2 en Ligue 1, j'imagine qu'un gardien qui vient de Leeds perturberait quelque peu cette grille salariale. Ben oui, en fait, sincèrement, je vois mal comment un garçon quand même assez jeune, qui a eu autour de lui beaucoup de lumière très tôt, pourrait soit accepter d'un point de vue personnel de réduire beaucoup son salaire, ou alors d'être contraint et forcé de redescendre, même si c'est dans sa ville, sa région, auprès de sa famille, de ses proches, même si c'est son club. En fait, la faisabilité du transfert, elle interroge aussi, parce que on voit partout que des clubs comme les nôtres n'ont pas beaucoup de moyens sur cette période, et on se dit, mais comment un joueur de première ligue, certes gardien, certes enfant du club, va pouvoir revenir. Et en effet, il y a cette question du salaire, parce que il faut rappeler, sans rentrer dans des polémiques ou des comparaisons qui n'auraient pas lieu d'être, que l'année où Lorient est descendu, en 2023-2024, il y a eu aussi beaucoup de problématiques qui étaient liées au fait qu'on ait distribué des gros salaires, ou même un peu plus largement avant, il y a eu par exemple des 180, on va pas donner le chiffre exactement, mais globalement des gros salaires, par exemple pour Adrian Gerbic
qui n'a pas eu les performances qu'on attendait de lui à l'époque. Donc la question des salaires trop élevés, elle posait déjà un enjeu dans un contexte plus calme. Alors là, dans un contexte un peu tendu, où tout le monde se serre un peu la ceinture, surtout au poste de gardien, il faut que ça se fasse, on va dire, sans qu'il y ait de problème pour les égos, la gestion du vestiaire et aussi pour les finances du club. Ouais, évidemment, évidemment. Les Auxerrois dans le chat voient qu'il y en a qui se tardent qu'on discute de la GIA. Merci Ewen de le rappeler, ça fait tellement plaisir qu'on soit aussi nombreux. Je tenais à vous remercier avant la fin de la mise en contexte par Hugo, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci à tous d'être là. Ouais, sincèrement, merci, ça fait très, très plaisir. Mais je sais encore évidemment que je surfe sur la vague Simon Sapiens, qui sont les stars de la commu. On va essayer ensuite de changer un peu tout ça. Hugo, pour terminer la petite mise en contexte, est-ce que tu peux brièvement nous parler de la prépa? Est-ce que la prépa s'est bien déroulée? Et puis finir sur la compo d'hier, les absents majeurs. Honnêtement, ça a été une bonne prépa. Lorient a perdu son dernier match contre Angers, mais dans l'ensemble, les Lorientais ont obtenu de bons résultats. La grande nouveauté, c'est que Lorient a été champion de France de Ligue 2 avec un 4-4-2 très basique, mais très fonctionnel. Et cette saison, Olivier Pantaloni a décidé de passer dans un système à 3 ou à 5 défenseurs, qui a été testé pour la première fois hier en match officiel. Et donc, la préparation a été le laboratoire de ça avec différents essais. On a tout de suite vu des formes de lacunes sur le plan d'animation offensive, de la capacité à se créer des occasions ou à être efficace. Ces problèmes qui ont été confirmés hier. Et dans l'ensemble, il y avait quand même peu d'absents du côté du FCL hier. Après, il y a eu Darlene Yongwa qui était remplaçant. Il a été suppléé par la recrue Arsène Kouassi au poste de piston gauche. C'était un peu une surprise. Il semblerait qu'il ait été préservé parce qu'un peu malade, un peu blessé ces derniers jours. Et en dehors du groupe, il y avait notamment Bandigou Fadiga, qu'on a recruté en Grèce l'an passé, qui a plutôt joué un rôle de joker, mais qui a été utile en fin de saison et dont on a hâte de voir les qualités un peu plus de grand jour sur la régularité en espérant qu'il soit épargné par les blessures. Mais sinon, l'effectif était plus ou moins en complet hier. Ouais, donc au moins, ce sera une bonne base pour vous en attendant la fin du mercato et puis aussi pour nous, pour pouvoir se comparer. On y reviendra après à des équipes plutôt de notre championnat. Sapiens, très brièvement, la composition de la GIA, pour le coup, avec là quelques absents entre les suspensions, les blessures, c'était à peu près ce qu'on attendait. Oui, bah, il y a quand même pas eu de surprise. Bah, déjà, Hugo, merci pour toutes les explications, c'était super clair. Pour moi qui suis pas forcément le FC Lorient, c'était top, merci. Et du coup, oui, on savait que Diomandé était suspendu. El Azzouzi, bon bah pareil, il avait fait plutôt un bon match, mais blessé. Donc forcément, ça paraissait logique d'avoir ce changement en défense. Et d'ailleurs, la défense a bien tenu ses promesses parce que ça soit Osho, Akpa ou même Sierralta, enfin, pour le coup, c'est une des parties où franchement, on n'a pas trop à se plaindre. Ils ont assuré parce que j'avoue que pendant les matchs de préparation, c'était pas exactement la même défense et c'était l'inquiétude qu'on pouvait avoir. Finalement, c'est pas là où ça s'est le moins bien passé. Après, côté de la défense, pareil, on avait Senaya, Mensah. Au milieu, on avait Kevin Danois, j'allais dire Doufi, Kevin Danois et Elisha Owusu, pareil classique. Et puis devant Osman, Casimir et en pointe Sinayoko, donc ce qu'on avait vu en fait sur les matchs de préparation. Donc jusque-là, il n'y avait pas de grosse surprise. Le seul doute, c'était la défense et de savoir justement si ça allait tenir aussi, parce que Osho, mine de rien, était un peu fragilisé, parce que c'était pour ça qu'il n'avait pas non plus été aligné. Et en l'occurrence, il a fait un super match. Ouais, tout à fait. Tout à fait, on reviendra sur la performance d'Ocho, mais en tout cas, il a fait un très bon match. Simon, la seule petite interrogation, on va dire que c'était en défense, Ocho, Agouzoul, El Azzouzi, où on n'était pas certain qu'il soit absent jusqu'à la publication du groupe sur les réseaux sociaux. Selon toi, après justement cette publication du groupe et l'absence d'El Azzouzi, t'étais relativement convaincu que ce serait Ocho en défense avec Akpa et Sierralta? Euh, J'avais un petit doute, mais en fait, avec l'histoire du vrai faux départ de Osho en Ouais. Angleterre, je pensais que il allait être écarté, mais finalement, en fait, il avait juste une blessure.
Voilà, on peut pas dire que ça l'a déstabilisé parce qu'il a fait, je pense, un de ses meilleurs matchs avec la GIA depuis qu'il a signé chez nous. Donc non, je pense que Gouzoul est très très loin dans la hiérarchie, qui fait le nombre sur le banc, mais que dès que Sivé et Lazouzi reviendront, à mon avis, il sera cantonné à la réserve s'il a toujours pas trouvé de club d'ici là. Mais non, pas plus surprenant que ça, mais par contre, agréablement surpris par Ocho et son match. Tout à fait, ouais, au show, plein de détermination. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on aime bien jouer des supporters auxerrois ces derniers temps sur les rumeurs de départ, faux départ, etc. Avec le dernier article de l'équipe, ça répond sûrement à la question de Nix dans le chat sur les tensions qui seraient en train de naître entre Lassine Sinayoko et le club. C'est bien parce qu'au moins sur les réseaux sociaux, personne n'y croit, absolument personne. Je pense que l'équipe a un peu les glandes de Alors ça dépend des réseaux sociaux. Là, on parle de Twitter. Oui, Sur Twitter, pardon. ça va. Bon, si tu vas sur Facebook, T'auras pas le même ressenti. il est déjà parti à Nice, il a signé son contrat. D'accord, ok. Bah, chacun ses inside. Écoutez, en tout cas, à titre perso, en tout cas, je vais engager personne, mais à titre perso, j'ai beaucoup de mal à y croire, tant ces déclarations vont dans le sens de la JA. Je ne pense pas qu'il forcerait pour un départ. Départ possible, j'exclus pas l'option départ parce que l'opportunité de Nice est belle pour un joueur comme Sinayoko, mais qu'il aille au bras de fer avec la JA et que des tensions montent pour partir, j'avoue avoir un peu de mal à y croire. En tout cas, voilà, j'espère qu'il pourra rester avec nous. Notamment, on en reparlera, mais avec son très beau but d'hier, et une prestation relativement correcte. Ça me permet de faire la transition, et vous le voyez en haut à gauche avec le programme, les performances collectives. Juste avant les performances collectives, je me permets de vous afficher la première question du soir. Vous avez vu d'abord la slide précédente, mais c'est les statistiques, il n'y a pas grand-chose à vous cacher. Le ressenti des viewers, est-ce que après la préparation, on avait quand même eu beaucoup d'interrogations, voire des doutes sur la capacité de la GIA à réussir? Est-ce que cette prestation d'hier vous a plutôt rassuré ou inquiété? Messieurs Sapiens et Simon, on y répondra à la fin des performances collectives, mais n'hésitez pas vous dans le chat à nous répondre pendant notre petit laïus. Est-ce que cette prestation donc vous a plutôt rassuré ou inquiété? Je raffiche les statistiques. Je raffiche les statistiques. Je crois que ça bug un petit peu. Est-ce que vous m'avez encore Simon et Sapiens? Hugo? Alors on tend encore, mais c'est effectivement sur cours alternatif. Et je pense que c'est Oui, quand tu fais tes affichages. Donc c'est super bien, mais je pense que ça te fait laguer. À Oui, mon je avis, pense. ouais, Je, mais non, je pense que ça n'aide pas. Je pense que ça n'aide pas. Bon, j'espère que ça va revenir. Dans le chat, normalement, dites-moi, mais je vois que mon micro est encore OK et tout. On devrait encore nous entendre a ouais, ça priori. fonctionne, ça fonctionne. A Oui, c'est priori, bon. ça devrait plus ou moins fonctionner. On va y aller sur les performances collectives et on va commencer comme d'habitude avec l'adversaire du jour, Lorient. Hugo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la performance de Lorient qu'on a quand même vu en difficulté sur le plan offensif pour créer du jeu? Quelles sont toi les conclusions que tu tires de ce premier match, de cette première journée de Ligue 1? c'est toujours dur d'analyser un premier match. Évidemment, en fait, il y a un sentiment de frustration, mais une frustration un peu différente. Il y a plusieurs frustrations dans ce match. La première frustration, comme vous l'avez dit un peu, c'est que Lorient a mis du temps, a beaucoup trop tardé avant d'aller un peu plus vers l'avant de façon incisive euh, pour égaliser, là, au vu du scénario du match. Mais même en première période, il y a eu par moment une absence de prise de risque qui était assez contrôlée. C'est-à-dire que il y a un contraste entre la première et la seconde période de Lorient. La première mi-temps de Lorient, elle semble maîtrisée dans les intentions, avec un bloc plutôt bas, une volonté de vous laisser le ballon, de vous laisser faire le jeu, parce que ce qu'on entend, c'est que vous n'étiez pas forcément à l'aise avec cette perspective, notamment la saison dernière. Donc la stratégie, elle était là. Maintenant, en deuxième mi-temps, on n'a pas vu la même continuité dans aussi la solidarité, notamment défensive et un peu la rigueur. C'est un peu ennuyeux de parler de ça dès la première journée, dans le sens où
on est supporter. Et je rappellerai aussi que le FCL a un peu quand même cette culture historique de pratiquer un jeu qui va de l'avant, et c'était le cas la saison dernière. Donc, on voit bien qu'on fait la transition entre deux divisions, que cette année, ça va être dur d'aller chercher des points parce qu'on a de grosses lacunes sur le plan de la qualité pour l'instant offensivement. Donc, on fait avec nos moyens, mais ces moyens, certes faibles, ont quand même failli nous permettre d'aller arracher un point avec le gros temps fort qui est sauvé par un Donovan Léon magistral en fin de match. Et puis auparavant, il y a aussi quand même en première période cette occasion de Aïgoun Tosin qui Ouais. manque l'opportunité d'ouvrir le score. Aïgoun Tosin, dont beaucoup à Lorient, et notamment du côté du podcast La Taverne, disent que s'il avait les mêmes qualités de finition que ses qualités de passe, il serait déjà en première ligue. Mais bon, le problème se situe donc là, et Lorient n'a pas réussi finalement à être à la fois à la hauteur des attentes, et en même temps je suis un peu mitigé avec la phrase que je viens de dire, parce que j'ai aussi l'impression qu'on fait de notre mieux, et ce mieux-là, il tend pas vers un gros maximum. Donc c'était aussi intéressant en fait de jouer contre Auxerre dès le premier match, parce que c'était déjà une forme de test contre une équipe de notre championnat. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Je pense que concrètement, Lorient et Auxerre ont relativement les mêmes objectifs, avec, il me semble, de ce que j'ai vu, des budgets qui sont relativement similaires, ou en tout cas pas très loin. La seule, on va dire, chance d'Auxerre, c'est d'avoir une année de plus dans les pattes, connaître le championnat, connaître au mieux les équipes, mais surfer sur cette euphorie du champion, enfin, du championnat en titre, pour Lorient, ça va aussi être une opportunité. Mais je pense que c'est des équipes qui vont être relativement proches, et c'est pour ça que le résultat d'hier, pour Auxerre, est quand même bon. Prendre 3 points contre une équipe de son championnat, c'est toujours très bien, même si la saison est encore très longue, on le sait. Moi, j'avais quand même une question, Hugo, sur cette équipe de Lorient. Je te le disais, je trouvais que ça manquait un petit peu de créatif, on va dire. Ayegun Tosin, alors Pablo Pagis qui décrochait beaucoup quand même pour créer du jeu, faire le lien au milieu de terrain. Mais on a vu Abergel aussi très très bas, aller chercher les ballons très bas à la relance. Euh, Est-ce qu'il y a encore cette volonté d'aller chercher un profil créatif à Lorient? Quels sont les profils ciblés, on va dire, encore sur cette toute fin de mercato euh, pour venir améliorer cette équipe-là? On voit Igor Silva qui a été central gauche, alors que de métier, si tu me dis si je me trompe, mais il est plutôt latéral droit. Oui, Euh, complètement. et en plus, Igor Silva, j'avais vu que la saison dernière, il était quasiment en réserve, ou en tout cas, il avait très peu joué, etc. Il me semble. Alors en Euh, fait, Igor Silva, ça fait 4 ans qu'il est au FCL. Il a eu enfin, en gros, Igor Silva, de 2021 à 2024, c'est très compliqué. Soit il joue très peu, soit il est très mauvais. Et il a fait une saison 2024-2025 exceptionnelle. Personne s'y attendait. Il a été titulaire latéral droit en Ligue 2 toute l'année. Il a été vraiment très très costaud dans son registre à lui, mais ça a beaucoup aidé l'équipe. Il a ce repositionnement un peu bizarre, mais qui est contraint et forcé par la situation au niveau de l'effectif. Sur ta question sur les recrues, de ce que j'ai compris, parce qu'il y a pas mal d'intox aussi quand on est dans les derniers jours, mercato, on cible en gros 4 profils, donc un gardien, une recrue défensive, probablement plutôt pour jouer dans l'axe, et 2 recrues offensives qui pourraient être un numéro 9 et le profil créatif dont tu parlais. Et pour répondre à ta question sur la créativité, moi je pense que c'est délicat, hein, mais le constat d'hier, il fait mal d'une certaine manière, dans le sens où ce qui ressort en dernière analyse, c'est que Lorient manque de talent offensif aujourd'hui. Et manque de talent offensif alors que tu n'en as perdu qu'un de joueur offensif en réalité. C'est les Junior Croupi, mais qui avait marqué 22 buts, qui a un talent quasi générationnel. Hein. Donc évidemment, ça change la donne. Et on est face à des joueurs qui étaient titulaires hier, qui sont plutôt, et enfin en tout cas qui l'étaient en Ligue 1 et qui ont même parfois pu l'être en Ligue 2, des joueurs de complément. Tosin a pu être un joueur de sortie de banc. Mohamed Bamba, en fait, il est arrivé à l'hiver 2024 quand on était au fond du trou en Ligue 1. Il a été stratosphérique au début, puis il a disparu en fin de saison. En Ligue 2, on s'est dit, bon, il va être un peu notre fer de lance. Malheureusement pour lui, il s'est blessé. Il est revenu en toute fin de saison. Il a eu un apport correct, notamment statistiquement, mais
as quand même un peu l'impression que, d'une certaine manière, moi, il me donne le sentiment qu'il ne retrouve pas ses qualités. Pas à 100%, et c'est un vrai problème parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, Tosin a un gros souci de finition. Concernant les excentrés, Pagis Bouka, Pagis, pareil, les chiens font pas des chats, c'est vraiment le fils de son père, ça se ressent, même s'il ne faut pas l'essentialiser à ça. Il y a vraiment techniquement un rapport au ballon qui est très très agréable et de très belle qualité. On l'a vu la saison dernière, on l'a vu avant, on le voit même hier par séquence, mais il va falloir malheureusement pour lui qu'il s'affirme à la fois physiquement sans rentrer dans la dictature du muscle, mais aussi techniquement, et puis s'affirmer en Ligue 1 tout court. Quant à Joël Vuka de l'autre côté, je trouve qu'il a un profil très limité. Il est capable de différence par la vitesse, mais il reste extrêmement irrégulier sur tout un match. Et quand on a énuméré tous ces soucis-là, ça fait hyper alarmiste en fait. Et moi-même en lisant, je suis en mode, mais on va faire comment là? Parce qu'on joue quand même Rennes et Lille dans les week-ends à suivre. Et à la fois, c'est hyper inquiétant. En même temps, tu te dis, bah ouais, on est obligé de faire avec parce que on monte, on doit rester sur notre dynamique et aussi faire confiance un peu aux valeurs de l'équipe, à la solidarité, à ce qu'a inculqué le coach. Peut-être que ça arrivera à sublimer un manque de qualité, mais vu comme ça, sur toute la saison, ça risque d'être chaud, quoi. Ouais, et finalement, comme le dit de ce que j'entends, Simon Sapiens, vous me dites si je me trompe, mais pour reprendre ce que dit Église dans le chat, j'ai l'impression qu'on est quand même sur deux équipes avec des difficultés relativement similaires. Des Ouais, difficultés c'est dans la exactement ce que j'avais en création. tête aussi. Ouais, Avec voilà. des coachs un peu similaires. On a bien connu Pellissier aussi. Eh oui. Et ouais, des équipes qui peinent à la création, des équipes qui peinent surtout devant avec des profils manquants, des arrivées qui vont arriver justement, mais qui vont normalement faire du bien, mais dont on a vraiment Ah, besoin pour alors, sachant réussir que la une saison. différence qui a l'air évidente, c'est que par contre, Lorient attend beaucoup plus de recrues que nous. Oui, Nous, si ça bouge, je pense pas qu'on va avoir 3 ou 4 recrues, hein. non. C'est pas ce qui est prévu en tout cas. Ça dépendra Mais peut-être de Snayoko aussi. tu veux dire que si Sinayoko part, tu veux dire? C'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Oui, alors ça fait partie des rumeurs auxquelles je crois pas trop, mais on verra bien. J'espère pour vous, en tous les cas, qu'il partira pas, parce qu'on voit bien qu'il a. Enfin, quand j'ai entendu les rumeurs à Nice, je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Et en le voyant là à Auxerre, tu te dis que, notamment hier, il y a le but, mais il n'y a pas que ça. Peut-être que l'idée d'être un peu le leader technique du. Bah, c'est un peu ça. Tu parlais justement, toi, de ton côté de votre super buteur qui est parti, mais nous, on a plusieurs cadres du vestiaire qui sont partis. Donc, outre la problématique sur le terrain, tu as une problématique aussi vestiaire. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui marque sur le terrain et qui en plus a une importance dans le vestiaire, qui pourrait partir, ça ferait vraiment une double peine et là, ça ferait trop. Donc, je pense vraiment que je crois pas trop à cette histoire de clash et je pense aussi que c'est très important pour le club, pour le coup, de le garder pour avoir une espèce d'harmonie aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Ouais, je suis d'accord. Et le garder, Sapiens, j'irais même presque plus loin. Si jamais il y avait possibilité d'essayer de le prolonger, ce serait vraiment, je pense, une bonne chose pour le vestiaire, mais aussi pour le terrain, avec effectivement sur le plan offensif qui va commencer à être bien fourni en termes de quantité. En termes qualitatifs, c'est autre chose, mais en termes de quantité, avec Namasso, Lasso Koulibaly, Osman, Casimir, Sinaoko, tout ça, c'est des joueurs qui vont quand même entrer en concurrence. Et donc, ça va faire pas mal de concurrence sur le devant de l'attaque, à voir qui ressort gagnant. Qui ressort gagnant, mais a priori, Sinayoko, il Ouais. est quand même parti pour. C'est ça, ouais. La grosse problématique, ça va être l'espèce de hiérarchie. Ouais, C'est désolé, ça. tu lagues un peu, Elliot, du coup. Oui, oui, je crois savoir que je lague un peu, mais il n'y a pas de problème. Aucun problème, c'était timé pile au bon moment. Passons un petit peu à l'AGIA. Simon, justement, on disait des équipes avec des difficultés similaires, des difficultés à la création, même si j'ai l'impression que c'était, on va dire, un poil mieux que sur les matchs de prépa, bien que, encore une fois, il faut nuancer. Comme le dit très bien, je crois que c'était Max dans le chat qui disait que Lorient, ça reste une équipe de notre championnat et que finalement, prendre des points et réussir à créer un peu de jeu contre Lorient, c'est, on va dire, le strict minimum. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que toi, sur le plan offensif, en tout cas, ça t'a un peu rassuré? Alors moi, j'étais à Saint-Symphorien pour le derby du Grand Est face à Strasbourg. Donc j'ai regardé le match en replay en rentrant. Rassuré, je peux
pas dire que je l'étais totalement, mais c'était effectivement plus intéressant que lors des matchs amicaux. J'ai trouvé notre entame de match très intéressante. Je trouvais qu'on était bon dans le pressing, plutôt juste techniquement et incisif. Et puis tout un petit peu retombé d'un seul coup à partir de la 15e minute où on a laissé la balle à Lorient, où on a ce face-à-face effectivement de l'Orientais qui peuvent un petit peu tuer la première mi-temps s'ils marquent le premier but. Mais non, on a eu quelques situations intéressantes. Casimir, on a une qui me met un peu en rage parce que pour moi, il doit la mettre dans l'axe. Je crois que c'était Haussmann qui était dans l'axe tout seul. Donc, ouais, j'ai plutôt été rassuré parce que il y a Victor au bout, mais je pense que c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Il y a quand même pas mal d'errements tactiques et techniques. Les joueurs ont encore du mal un peu à se trouver. Casimir, bon, je veux pas taper sur Casimir parce qu'il vient d'arriver, il est tout nouveau joueur, mais il n'a pas fait grand-chose de bien. Le fait qu'il vole le penalty à Sinayoko et que ça mette en rage Djibril Cissé, voilà, je pense que Et le fait derrière, qu'il rate le penalty, je pense que ça donne une copie de son match bien terne. Mais non, je pense que la marge de manœuvre, elle est assez grande, assez importante. Moi, j'ai confiance aux joueurs présents, au staff. Et je pense que pour lancer la saison, effectivement, ça va leur retirer un poids, un stress qu'ils pouvaient avoir. Mais ce qui m'a rassuré, c'est le fait d'être en capacité de ne pas prendre de but, ce qui n'était pas arrivé pendant la prépa sur nos 5 matchs. Donc là, on l'a fait avec un Donovan Léon qui a été en état de grâce. Désolé aux supporters lorientais. Mais non, c'est comme ça qu'on gagnera notre maintien. De toute façon, c'est sur des matchs comme ça à la maison, on sera solide ou on aura ce petit brin de réussite. Mais voilà, moi je suis plutôt sur le côté rassurant défensif que totalement rassuré par l'animation devant qui est encore un peu faible, mais très heureux de voir un nouveau joueur arriver. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ce qui finalement sortait la semaine dernière quand on avait débriefé la prépa. C'est ce qui sortait et finalement qu'on était bien plus convaincu de la défense malgré toutes les réticences qu'on avait au sujet de Francisco Ciralta, du départ de Djoubal, du départ d'Hoover, etc. On était quand même inquiet sur le secteur défensif. Finalement, c'était peut-être celui qui nous rassurait le plus. Sur ce match-là, on y reviendra après sur les performances individuelles, mais finalement, c'est pas celui qui est le plus en difficulté, pardon. Et juste pour finir, Simon, dans le chat, il y a Iglis, Julien Frey qui parle de Namasso. Selon toi, et après une journée, bien sûr, je te demande pas de prédire l'avenir, mais quel trio tu penses qu'on pourrait voir à l'avenir en attaque, sachant que Namasso peut jouer en neuf, mais a priori, à Porto, en tout cas sur toute la saison dernière, c'était plutôt des entrées sur le côté en soutien de l'attaquant. À voir où il se positionne, selon toi, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait être Bah, aligné? en fait, concrètement, je pense que le seul joueur qui a sa place assurée dans le 11, pour moi, c'est Sinayoko. Haussmann peut ne pas être titulaire vu ce qu'il propose pour le moment. Casimir, pareil. Koulibaly, sa rentrée, bon, c'était quand même un petit peu compliqué. Baer, on va pas revenir sur le sujet, mais pour moi, hormis des petites fins de match, on ne le verra pas beaucoup plus. Sur le nouvel arrivant, moi, je veux pas trop me prononcer parce que j'ai vu que des vidéos YouTube. Effectivement, il rentrait sur les côtés à Porto, mais je crois que c'était plus par défaut que son réel poste, où il est plutôt en deuxième attaquant. Ce qui voudrait dire un dispositif différent, ou alors un ailier qui rentrerait dans l'axe, je sais pas trop, mais sur le trio actuellement, moi, je pense que Pellissier va essayer de garder Sinayoko, Ousmane, Casimir, parce que c'est le trio là qui a fait la préparation, et qui veut quand même, je pense, leur laisser un peu de chance, parce que ça reste des recrues, et donc c'est des joueurs sur lesquels on compte, forcément. Mais il y a suffisamment de solutions sur le banc pour voir des solutions différentes, alternatives. Mais je pense que pour le moment, Pellissier va prôner la stabilité et va garder la même animation offensive que lors des matchs amicaux. Et Ouais. juste pour revenir pardon, sur le côté rassurant ou pas, ce qui m'a rassuré en regardant le match, c'est de voir la faiblesse de l'équipe Messine que j'ai vue l'après-midi contre Strasbourg.
Et honnêtement, c'est encore pire que Lorient et Auxerre. Le niveau est très faible. Je pense qu'ils ont fait 30 minutes d'affilée dans leur camp, dans leurs 20 mètres, sans toucher la balle. Et sans Gauthier Hein au milieu, bah, c'était techniquement très très compliqué. Et je pense que s'ils gardent cet effectif-là, ça va être, voilà, je pense, difficile pour eux d'espérer mieux que les 2 dernières places. Mais voilà, c'était juste pour se rassurer. En fait, quand on regarde ailleurs, des fois, on se rassure. Mais voilà, la Ligue 1, quand même, et notre mini-championnat à nous est quand même, je trouve, à notre portée et assez faible. Voilà. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est bien de pouvoir se rassurer en regardant aussi les autres, même si le plus important c'est évidemment nous, mais se Tout à regarder fait. se rassurer en regardant les autres, c'est très bien. À noter, petite précision pour Namaso, Sapiens, Simon, vous me dites si je me trompe. Financièrement, effectivement, Église dit que c'est un petit peu cher. On part sur un Oui. prêt payant de 1 million avec une obligation d'achat en cas de maintien en Ligue 1, plus si le joueur a participé à plus de 60% des minutes en championnat, option d'achat à 5 millions d'euros, qui nous permettrait de bénéficier de 60% des droits économiques du joueur, ce qui veut dire qu'en cas de vente future, la GIA ne bénéficiera que de 60% de l'indemnité de transfert et Mm. 40% devra être versé à Porto. Ouais, Euh, c'est un peu comme le cas de Diomandé, sauf que Diomandé, on l'a eu gratuitement, quoi. C'est voilà, on ça. l'a eu gratuitement avec 50% des droits économiques qui sont Mm, restés pour mm. l'Olympique Lyonnais. Ce qui fait effectivement de Namasso un joueur relativement cher, parce que ça veut dire 60%, il faudrait faire les calculs, mais il faudrait le revendre un certain montant pour pouvoir Mm. bénéficier rien que d'un retour sur investissement. Et j'ai vu Alex sur Twitter, Alex Agia, qui s'est amusé. Si on veut la même somme que Porto au moment de la revente, il faudrait le revendre 60 millions. Donc Bah, alors voilà. après, enfin, il y a différentes interprétations possibles en termes de comptabilité, quoi. Tu peux considérer aussi que c'est un produit que tu amortis, donc certes, même si tu le revends moins cher. Enfin voilà, tout le monde si la GIA l'a acheté, je pense qu'ils ont fait leurs calculs quand même de leur côté pour que ça reste relativement intéressant et pas trop risqué. Et enfin, j'ai vu les différents échanges. C'est vrai que de toute manière, s'il joue pas, et ben voilà, ça n'ira pas au bout. Et s'il joue, bah, c'est peut-être qu'il a performé beaucoup et que ça sera quand même intéressant, même si derrière la plus-value bah, sera beaucoup Mm. moins grande pour nous, c'est sûr. Mais bon, enfin, pour le coup, oui, c'est un risque, mais je trouve pas que le risque soit énorme. Mais bon, Et ça après, n'engage que moi. de toute façon, dans notre position, que ce soit Lorient ou Auxerre, euh, on T'as pas peut le choix. pas acheter un joueur Oui, en ayant la certitude qu'il va réussir et que ça sera une recrue qui va tout péter. évidemment. Et dans un positionnement où on a forcément des achats avec du risque, là, c'est un risque un peu plus élevé parce que le montant est plus important que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est le jeu aussi. Et c'est aussi parce que il y a un investissement qui est intéressant pour Porto que le joueur a aussi été autorisé à Mm. partir chez nous, et etc. Enfin, derrière, il y a toute une logique financière et Bien sûr. forcément, si nous, on veut passer devant certains clubs, euh, on doit aussi avoir cet argument-là d'argent, quoi, tout simplement. Oui, oui, bien sûr. Donc, Et je, juste je- petite je comprends je comprends le débat parce que effectivement, on n'a pas l'habitude de sortir comme ça des autant montants. d'argent. Bah, enfin, vu la conjoncture, en fait, c'est que pour nos clubs, quand tu fais un pari comme ça, vous ne pas se rater. Et c'est ça. Oui, Oui, c'est sûr. Tout à fait. Et Mais juste la petit partie- aparté, je vais y arriver après. Vas-y. Non, je voulais juste faire une petite aparté parce que sur la partie rassurée, sur l'animation collective, justement, enfin, moi pour le coup, ce qui me rassure pas, c'est l'animation collective. Ce qui me rassure, c'est l'état d'esprit. Mm. Par contre, les seuls moments où on a été dangereux, si on regarde bien, c'est quand même sur les dégagements de Donovan Léon. Parce C'est vrai. que c'était le dégagement de Donovan Léon qui nous permet que Mensah récupère, qu'il y ait Haussmann qui passe à Sinayoko. C'est le dégagement de Donovan Léon qui permet à Casimir de Casimir. récupérer et de. Mais sinon, d'un point de vue Ouais, ouais, ouais. animation, c'est jamais venu dans le jeu, hein. C'est D'accord. les dégagements de Donovan Léon. Donc c'est pour ça qu'il soit élu homme du match. Ça paraît totalement logique vu qu'il a fait tous les arrêts et qu'en plus c'est grâce à ces dégagements qu'on peut Non, marquer et se créer des. ça va être notre meilleur passeur, je pense. Voilà. Mais oui, c'est ce qui est un peu embêtant. Voilà, c'est tout. C'était la petite aparté, mais Oui, d'un point de vue collectif, état d'esprit, c'est ce qui me rassure. Par contre, sur l'animation, Et je suis juste, inquiet. et juste pardon, sur l'animation offensive, j'ai vu qu'effectivement, quelqu'un avait mentionné Ado Neihu. Effectivement, on n'en a pas parlé. ouais. Euh, enfin, on peut avoir le débat aussi avec le supporter lorrain, c'est Hugo, ça peut être intéressant. Euh,
par rapport au nombre de joueurs offensifs qu'on a actuellement, moi je pose la question, comme ça le chat peut aussi réagir. Est-ce que vous et le chat, vous considérez qu'il faut à tout prix vendre un offensif actuel, ou est-ce que on a le nombre juste suffisant pour compenser certains joueurs africains qui iront à la Coupe d'Afrique des Nations en décembre notamment, en sachant que le nouvel arrivant camerounais a été titulaire les 2 derniers matchs avec le Cameroun. Tout à fait. Donc lui aussi peut être appelé. Il a Et- fêté ses premières sélections, ouais. Donc en fait, ça nous rajoute un joueur supplémentaire susceptible d'être. Et sur la question de la CAN au niveau du calendrier, il me semble, même si ça débute mi-décembre, là, que ça concerne moins de matchs de Ligue 1, déjà parce que le championnat a 18 plutôt que 20, que lors des années précédentes. Oui, c'est de 2 à 4 matchs. Oui. Ah, mais après, il y a aussi l'aspect physique, psychologique. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est le risque de blessure et de Et oui, le revenir risque de fatigué blessure ou aussi. blessé. Tout à fait. Messieurs, je vous remercie. Sapiens, t'as bien fait de prendre la parole parce que de toute façon, j'allais te la donner. Sapiens, Simon, Hugo, merci beaucoup pour cette page performance collective. On va pouvoir passer aux performances individuelles. Je vous remets brièvement dans le chat si vous voulez répondre et que vous n'avez pas encore répondu sur les performances collectives. La prestation d'hier vous a-t-elle rassuré ou plutôt inquiété, surtout vis-à-vis de la prépa? Euh, mais si on va pouvoir y aller sur les performances individuelles, je vous remets évidemment les stats alors que je vois que les premières réactions arrivent sur la question, notamment de Simon. Certains vendraient plutôt Onaiwu pour recruter un ailier technique créateur. Après, concrètement, Onaiwu, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment enclin à partir. Et en plus, pour quelle indemnité de transfert? Je crois que Onaiwu, avec le salaire qu'il a, il pourrait pas prétendre à autant. En tout cas, dans les clubs qui sont intéressés par lui. Et Max précise encore dans le chat, comme Ewen, effectivement, un créatif plus décisif avec des jeux de transition. Finalement, un joueur avec des qualités semblables à Ahmed Junior Traoré et Perrin, très bon techniquement pour pouvoir exploiter les transitions au mieux et orienter. Et puis il glisse le petit tacle à Casimir. Il faudrait effectivement un meilleur tireur de coup de pied arrêté. Alors c'est lui qui a été désigné sûrement parce qu'il n'y a pas meilleur, mais c'est vrai qu'hier on n'a pas su les exploiter. Ça me permet directement de faire la transition avec les performances individuelles comme vous pouvez le voir sur le programme en haut à gauche. Et juste avant de parler de Casimir et de toute sa bande, on va parler un petit peu de Lorient. Hugo, quels sont les joueurs qui t'ont plu hier côté Lorient? Côté Lorient, quels sont les joueurs qui t'ont plu? Voilà. C'est un peu dur de retenir du positif sur les titulaires, honnêtement. Donc, si on veut commencer par le verre à moitié plein, souligner les entrées pleines de mordant des remplaçants, en fait, notamment de Sambou Soumano, dont on sait désormais, depuis quelque temps, les qualités incroyables de super sub. Il a marqué quasiment une vingtaine de buts en Ligue 2 la saison dernière, dont plus des trois quarts en sortant du banc. Et là, hier, il a été dangereux par 2 fois. Léon s'est interposé, mais il a été quasiment plus dangereux que ses compères d'attaque qui étaient titulaires. Il y a aussi eu la très belle rentrée de Panos Katsiris, qui est un Ouais. piston grec très, très, très intense. Il met toujours beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait, beaucoup de volonté. Maintenant, il y a souvent du déchet dans l'avant-dernier ou le dernier geste. Et hier, on l'a vu avec un peu plus de précision. Et c'est un joueur qui, s'il gagne en qualité technique, aurait largement sa place dans un 11 de Ligue 1. Maintenant, avec Dessy, on refait le monde. Et Katsiris a en tout cas donné l'impression qu'il avait envie de gagner sa place à Lorient et qu'il était concerné, même si on a entendu des rumeurs de départ. La rentrée de Bah, la recrue. D'ailleurs, excuse-moi Hugo de te couper, mais sur ce poste de piston droit, alors Katsiris peut-être qui sera amené à partir, mais enfin, Joël Mvuka, en tout cas sur ce premier match-là, laisse un boulevard à Panos Katsiris. Ah bah, non, en fait, Joël Vuka a été recruté en Norvège en 2023. Il a ensuite été prêté. Il est revenu la saison dernière en Ligue 2. Et au final, il y a eu une certaine irrégularité sur les titulaires à ce poste. Personne ne s'est vraiment imposé, même si ce n'était pas dans une configuration piston comme hier. C'était avec un schéma à 4. Mais Mvuka, en fait, manque de régularité. Et il en manquait déjà en Ligue 2. En Ligue 1, c'est plus du tout
la même mayonnaise. Donc, il va falloir être très vigilant. Et à titre personnel, je trouve que Katsiris a déjà montré plus que Vuka, non seulement sur l'entrée, mais aussi sur l'aspect expérience, parce qu'il était là en deuxième partie de saison en Ligue 1 en 2023-2024, même si évidemment ce n'était pas les meilleurs souvenirs de l'histoire du FCL. Mais l'entrée de Derman Karim aussi était intéressante, même si c'était très court, mais ça demande à être revu. Mais en tout cas, bah, si on en est à souligner les entrants, c'est que les titulaires étaient assez, voire très décevants. Ouais, ouais, bien sûr. J'espère que vous avez rattrapé à peu près l'image, messieurs. Je crois que ça a bien bugué pendant les propos d'Hugo, mais en tout cas, je les ai bien eus. J'espère que tout s'est rattrapé, Simon Sapiens Hugo. J'espère que vous m'entendez bien. Dans le chat également, d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous d'être encore là. Plus de 90 personnes, là, c'est complètement incroyable. Donc, je Ah vous oui, remercie. il y a Maxence, mon ami ancien, qui s'est connecté comme il avait promis. Qui s'est connecté. On attendait que lui. En plus, ça fait 1 heure, là, Maxence, qu'on t'attend. Maxence, c'est l'ami ancien qui est fan de Cacré. C'est ça, ouais. Enfin, qui dit que Ursula Cacré et qui a fait la petite bombe dans l'eau pendant le live. D'accord, ok. Ok. Eh ben écoute, celle-ci restera mythique et dans les annales de la BD Brief, c'est sûr et certain. Merci beaucoup Hugo pour les performances individuelles. J'accélère un tout petit poil parce que je vois qu'on est déjà à plus de 50 minutes d'émission et on n'a pas encore abordé les performances individuelles de la GIA. Il nous reste pas mal de trucs à faire, le top flop, le man of the match, une nouvelle rubrique que vous allez découvrir juste après. Euh, mais donc, sur cette équipe-là, oui, Hugo, moi j'avais juste une dernière question sur Joël Mvuka. Mhm. En tant qu'amateur de football manager, je pense que je suis pas le seul à le connaître. En tant qu'amateur aussi de football tout simplement, je crois savoir que c'est quand même plutôt un ailier plutôt offensif de Ah formation. oui, oui, ah, bien sûr. Comment se fait-il, tu l'as dit, que finalement personne s'était imposé à ce poste-là, mais disons que, enfin, est-ce que tu penses qu'il a les qualités pour réussir à ce poste-là en tant que piston? Moi, je le vois quand même en difficulté sur le plan défensif. Ah bah non, mais c'est clair que à partir du moment où c'était compliqué en tant qu'ailier, si tu le mets en piston défensivement, c'est un très gros risque. Mais une nouvelle fois, pour revenir à ce que je disais en introduction, bah, Olivier Panterbini, aujourd'hui, il n'a pas non plus pléthore de choix, dans la mesure où on a cru comprendre qu'en fait, le départ de Gédéon Kaloulou, qui était aussi préposé à jouer à ce poste-là, qui a fait quasiment les trois quarts des minutes en prépa, et puis finalement, 3 jours avant la reprise, en fait, il est poussé vers la sortie en Grèce. Et il a fait aujourd'hui un communiqué aux supporters, un message sur ses réseaux, en disant qu'il aurait aimé que l'aventure se poursuive. Donc c'est hyper curieux et ça met le FC dans une situation délicate à ce poste. Mais pour répondre à ta question, ouais, Vuka, il a peut-être pas aujourd'hui les caractéristiques typiques pour s'imposer à ce poste-là, c'est clair. Ouais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. Juste pour revenir très très brièvement sur ce que dit Max dans le chat, évidemment que le pôle, ça aurait été une opportunité folle à l'époque d'Épinal, parce qu'aujourd'hui il est complètement hors moyen. Je vois que Eglis lui répond, puisque il y a eu un papier ce matin ou hier soir disant qu'Angers avait refusé une offre de 10 millions de Rennes, il me semble, et qu'ils en demandaient au moins le double. Donc quel coût pour Angers qui allait chercher Le Paul à Épinal pour 300 ou 500 000 euros, je dirais, il y a 18 mois ouais, ou un an. Il me semble 18 mois, il me semble qu'il était arrivé à l'hiver il y a un an et demi à C'est Angers. ça, c'est ça. Et quel coût ce serait pour Angers d'en tirer entre 10 et 20 millions aujourd'hui. Euh, Sur les performances individuelles, Sapiens, si tu veux y aller côté Auxerre, je vois que Gélène, 54 300 dans le chat, nous dit que effectivement, Casemiro et Haussmann sont des profils trop stéréotypés, qui percutent mais qui ne savent pas faire la dernière passe. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et puis après, je te laisse y aller sur toute l'équipe, enfin parler de ce que tu as envie au niveau individuel. Oui, sur ça, bah, je vais plutôt y aller par poste, mais je reviendrai de toute manière Ouais. sur ce que je pense de Casimir. Mais en gros, bah, en partant du gardien, Léon, bah, évidemment, il a été impérial. J'ai parlé du fait que c'était même lui qui d'ailleurs nous permettait d'être dangereux jusqu'en attaque, puisque c'est grâce à ces dégagements qu'on peut avoir le but, et la frappe de Casimir qui aurait pu faire but aussi, s'il avait fait aussi sa passe à Haussmann. En défense, bah, on a souligné quand même le fait que Ocho,
arrivé d'un coup et a quand même super bien joué le coup. Enfin, on a tous en tête, je pense, la dernière minute où il fait un double sauvetage. Il a la rage, quoi. J'avais mis Et, un truc sur Instant mettant la rage de vaincre, quoi. et Oui, il célèbre. entre les deux sauvetages, il célèbre, il se Oui, retourne vers le public pour haranguer la foule, quoi. ouais. Non, mais tu Et, sens que pour le coup, et du coup, je crois que c'est lui qui couvre l'attaquant Oui, oui. orienté. ouais. Ouais, non, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que pour le coup, on parlait d'animation. Pour le coup, moi, je suis pas rassuré, mais sur l'état d'esprit, tu sens que pour le coup, le groupe est investi à fond. Et quand j'avais échangé un tout petit peu avec le staff lors des entraînements, eux, ils étaient rassurés par le groupe et l'état d'esprit. Et ça, on peut pas leur retirer. C'est certain que C'est vrai. le groupe, l'état d'esprit, il est là, quoi. C'est des guerriers. Tu sens qu'ils vont rien lâcher jusqu'au bout. Agpa, pour moi, il a fait son match. Sierralta, pareil, il récupère tous les ballons de la tête, donc ça c'était un peu notre crainte parce qu'avant c'était Djoubal qui le faisait. J'ai vu pas mal aussi de gens qui disaient qu'il était un peu lent, mais on peut pas dire que Djoubal c'était le plus rapide non plus, hein. Donc c'est vrai que quand justement on a failli se prendre le but, c'est lui qui est un peu en retard et qui fait que voilà. Mais sinon sur toute la défense, j'ai rien à dire. J'ai bien aimé aussi Senaya. Ouais. Je trouve qu'il débordait énormément et surtout il stoppait beaucoup, beaucoup sur le côté. Le nombre de ballons qu'il a arrêté, enfin, ça passait pas, hein. Sur son côté, franchement, justement, on a d'autres joueurs à ce poste qui se faisaient souvent passer. Et là, je trouve qu'il a bien joué le jeu. Et pareil, l'état d'esprit guerrier. Je sais que toi, Elliot, tu l'aimais bien. Et moi, j'étais plutôt sur un avis presque négatif sur les matchs amicaux. Et là, par contre, franchement, il m'a ébloui, quoi. J'ai trouvé ça génial. En plus, c'était le côté où j'étais, donc je l'ai vraiment beaucoup vu. Et franchement, ouais, il m'a impressionné, j'ai adoré. Mensa, pareil, il a été bon, je trouve. Owusu, au milieu, taille patron. Enfin, il y a des moments où il s'est imposé, vraiment, tu sentais que voilà, il était solide. Moi, j'ai toujours. On en a parlé sur le jeu de match, mais je suis un peu sur Kevin Danois. Pour l'instant, je reste sur ma fin. Mais c'est peut-être parce qu'on était trop gourmand avant, mais je trouve qu'on est sur du standard et que depuis sa blessure, il met un petit temps à revenir. Voilà, ça n'engage que moi, pareil, hein. Euh, Haussmann, je trouve que c'était un peu mieux aussi. Enfin, dans l'ensemble, je trouve que tous les joueurs ont un peu relevé leur niveau de jeu. Tu sens que il veut bien faire, qu'il est impliqué, et moi j'y crois pour la suite. J'avais mis un truc comme quoi il serait meilleur en deuxième partie de saison, mais je pense que petit à petit, il va se mettre dans le moule et tu sens que même dans la célébration et tout, il est investi, il va rentrer dans le moule. Moi, j'y crois. Donc, on verra bien, hein. Je vais revenir sur le cas Casimir, parce que justement, c'est ce que tu m'as demandé au départ aussi. Euh, pour moi, justement, je trouve qu'il y a des moments où il débordait et qu'il était super intéressant, super vif, et c'était limite, ça passait plus que du côté d'Haussmann. Mm. Et j'ai la sensation que pour moi, il veut trop bien faire, il veut trop s'imposer, parce que ça doit être aussi ce qu'on lui demande. Et pour l'instant, il peut pas le faire. Donc, je pense qu'on lui en demande beaucoup de tirer les coups de pied arrêtés. Là, on dit que c'est lui qui a demandé de tirer le penalty. Je sais pas si c'est lui qui a demandé ou si c'est Lasso qui lui a dit écoute, vas-y, pour ta confiance, fais-le. Parce que c'était un peu ce qu'il avait l'air de dire en après-match. Qu'en gros, il ferait plus cette erreur-là, de vouloir faire plaisir, de machin. Mais voilà, moi, en gros, je serais pas trop à tirer dessus autant que je l'ai vu sur les réseaux. Parce que, mine de rien, euh, il a de l'envie, il est motivé. Et en fait, je lui reprocherais le fait d'être un peu nonchalant ou pas assez impliqué, ce que je trouvais, enfin, mais certainement pas vu ce que j'ai vu d'Ousmane. Pendant un moment, j'avais l'impression qu'il avait un peu cet état d'esprit-là. Ça n'a pas été le cas sur le match, mais d'un point de vue personnel, je pense que il est trop chargé déjà parce que c'est le premier match, mais je pense qu'il est aussi trop chargé peut-être par le staff parce qu'il a beaucoup de responsabilités demandées et que peut-être qu'il n'est pas encore capable de le faire et qu'il a besoin d'engranger de la confiance. Voilà, c'est une analyse de comptoir psychologique, hein, bref. Mais du coup, je trouve que c'est dommage parce que tu en as plein qui commencent à lui tomber dessus. Et voilà, si tu fais du management de base, tu sais bien que, en gros, tout ce qui manquait à un attaquant qui arrive à faire un peu de différence, mais qui finalise pas, bah, finalement, c'est de la confiance. Et là, si on lui tombe dessus, voilà, il nous a fait un peu une abline, hein,
parce que c'est un peu ce qui s'est passé quand Ablin a raté une ou deux fois. Après, tout le monde lui est tombé dessus. Donc moi, pour l'instant, je le mets pas complètement de côté, même si ça n'empêche qu'on a malgré tout besoin d'un créatif. Hein, ça, je suis d'accord. Hein. Mais je pense qu'il peut quand même évoluer et performer. Ouais, je suis Et d'accord. après, Vas-y, bah, Sapiens. non, mais tu as le droit de me répondre. Fais comme si c'était ton émission, Elliot. Hein, vas-y. Non, vas-y, je te laisse finir, je te laisse finir. Et bah non, mais je terminais par Sinayoko, où pour moi, bah, en première mi-temps, il a eu un peu de mal à exister. On voyait que ça l'agaçait un peu. Casimir, d'ailleurs, proposait souvent des appels aussi. Donc voilà, on lui tombe dessus, mais je trouve que il proposait des choses, il avait envie. Et ouais, il a pas finalisé, ouais, il a raté son penalty. Mais malgré tout, c'est un joueur qui reste motivé, qui a envie, et je ne tomberai pas dessus encore. Et Sinayoko, ouais, je l'ai trouvé. Bah, il avait des difficultés en première période, mais après, justement, j'ai fait un espèce de petit montage où il y a Pélissier qui parle avec lui, qui lui dit tu n'es pas bien positionné. Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il lui dit, quoi. Mais après, il a su trouver ses marques et il n'a pas hésité. Enfin, en fait, tu sens que il a passé quand même un cap sur le côté confiance, quoi. Parce que ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était souvent de jouer à la baballe et de pas tirer. Et là, tu vois qu'il se pose pas de questions, il frappe. Bon, il aurait pu la mettre à côté, hein, parce que on sait que c'est pas non plus l'as de la précision sur le rendement, on va dire frappe. Mais là, il n'hésite pas, pleine lucarne. Enfin, c'était magnifique. Je pense qu'on s'est tous levés dans le stade, et c'était incroyable. Et même sur la suite, en fait, après avoir frappé, enfin, après avoir fait cette frappe magnifique, tu vois qu'il est incisif vers le gardien. Quand il a failli récupérer la balle, bon, bah, certes, c'est une bourde du gardien aussi, mais tu sens qu'il est surmotivé. Enfin, après ça, il a continué d'exister, d'haranguer les troupes et tout. Enfin, voilà, j'ai envie d'y croire. Ouais, on l'a un peu chambré par sa déclaration en disant ouais, je vais mettre 15-20 buts. Mais s'il arrive à refaire des performances comme ça et qu'il n'est pas autant attendu, parce que c'est ça le problème, hein, s'il continue de performer, il sera plus marqué, plus attendu, bah, j'ai envie d'y croire. Pélissier est quand même très fort pour donner confiance aux attaquants. Moi, j'ai ce souvenir-là qu'à Lorient, il y avait pu y avoir des moments de blocage psychologique avec Terem Moffi, même avant son arrivée avec Yohan Wissa, et qu'en fait, Pélissier avait eu alors après, il y a les staffs, il y a la préparation mentale, la préparation individuelle du joueur, mais dans les équipes entraînées par Christophe Pélissier, vous avez souvent une ou deux individualités dont on dit qu'il y a des blocages psy, et puis en fait, il y a une forte progression dans la capacité à encaisser la pression et à être plus performant, quoi. Pélissier, au-delà d'être un coach, c'est un manager. Mais oui. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est que justement, quand je disais le fait qu'on tombe sur Casimir, qu'on dise t'es nul, t'es machin, en fait, si tu fais une base de management et que tu sais qu'il faut aller sur le positif et voir les failles et ce qui va en fait motiver ton joueur, et ben, tu arrives à le faire performer. Et ça, le staff, dont Pélissier, ils sont incroyables pour ça. Et c'est pas pour rien que justement on arrive à ramener des joueurs comme Ahmed Junior Traoré, parce qu'en fait, de les mettre dans une bulle où tu es dans une famille, où tu as le staff, machin, et ben, ça leur permet de performer. Alors qu'ils pourraient être dans un club plus gros, mais être en retrait, pas forcément exister, et subir une pression plus importante quand on voit ce qui se passe par exemple à Marseille, quoi, un budget énorme, et dès la première Première journée, journée, ça explose. voilà, bah, du coup, tu n'as pas du tout ça chez nous. Déjà d'un point de vue supporter où c'est moindre, mais aussi avec le staff et l'ambiance générale, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Sapiens. C'est là où je te rejoins sur Sinayoko. C'est sur cette confiance, comme vous avez dit avec Hugo. Je pense qu'il y a Pélissier, il y a aussi le rôle de Djibril Cissé qu'il a souligné dès le début de son interview en après-match. Et cette frappe-là, il y a 6 mois en arrière, il la prend pas. Je pense que c'est vraiment une histoire de confiance. Sinayoko, ça a jamais été l'attaquant à déclencher de loin. Et je pense que c'est vraiment une histoire de confiance. Et espérons qu'il prenne confiance et surtout qu'il prenne confiance sous maillot de la JS cette saison, puisque je pense qu'il peut faire une bonne saison, notamment avec, on l'a dit juste avant, je vais pas revenir, mais avec cette animation devant, où il va être amené sûrement à permuter, prendre les côtés, à beaucoup être en mouvement. Je pense que c'est un joueur qui va être intéressant et qui va être central dans le dispositif Pélissier. Pélissier l'a dit, il en a fait un de ses sages au sein du vestiaire et c'est pas pour rien. Je pense. Simon, si tu veux y aller brièvement brièvement pas trop évidemment, ne te limite pas sur les performances individuelles de nos joueurs, mais je vois qu'on est déjà à plus d'1 heure d'émission. C'est fou, vous êtes encore plus de 60, c'est dingue. Merci à tous.
Simon, je te laisse y aller sur les performances individuelles. Non, Sapiens a bien résumé. Le match de Nova-Léon est extraordinaire. J'ai été rassuré par la défense centrale. Donc, Ocho, Sirata, Akpa, c'était plutôt bon. On connaît les qualités, les défauts de Sirata. On sait que dans son dos, c'est compliqué, que dès qu'on va jouer un peu en profondeur, il va certainement être mangé, pris de vitesse. C'est ce qui s'est passé. Voilà, en théorie, on a Akpa à côté qui est plutôt un joueur rapide. Je pense qu'on considère qu'il sera là pour compenser. Les latéraux ont été aussi intéressants. Senaya, j'ai bien aimé son match. Je trouve qu'il est un petit peu trop timoré offensivement. C'est même un peu dommage. Mensah s'est un peu plus projeté, même si c'est toujours pas incroyable. Mais ils ont fait le boulot défensivement et c'est ce qu'on leur demande. Donc les 5 derrière, voilà, c'était plutôt cohérent. Owusu danois, voilà, c'est le capitaine. Plusieurs ballons récupérés, il a été plutôt bon. Danois, je suis d'accord avec Sapiens, il est un petit peu décevant. J'ai l'impression que depuis sa blessure, il a du mal à revenir à son niveau. Mais je me fais pas de soucis, ça va certainement revenir en enchaînant. Haussmann et Casimir, bon, compliqué. Ils ont certes haussé un petit peu leur niveau de jeu par rapport aux amicaux, mais ça reste pour moi insuffisant et je trouve qu'ils font pas forcément les bons choix. Je le redis, mais je repense à cette occasion où Casimir s'enferme sur le côté gauche pour aller faire une frappe complètement ratée alors qu'il a Haussmann prêt à partir dans l'axe en profondeur qui aurait eu un face-à-face. Ça m'a un peu frustré. Haussmann fait une très bonne première mi-temps, je trouve, du moins la première demi-heure, où il est passé 2-3 fois en percutant sur son côté gauche, c'était plutôt intéressant. Et bon, Sinayoko qui a eu une première mi-temps un peu compliquée avec les 3 Golgoth, Talbi, Igor et Mendy derrière lui qui lui ont donné quelques petits taquets dans son dos. Et puis effectivement, il s'est un petit peu mieux positionné en deuxième mi-temps, il était plus intéressant. Et donc avec ce décalage, cette petite feinte, il arrive à ouvrir le score et nous offrir le but de la victoire. Donc voilà, je partage l'avis de Sapiens par rapport à l'interview de Sinayoko qui disait qu'il visait tant de buts. Je pense que s'il met cet état d'esprit-là, s'il a la réussite et la confiance en lui, ça peut effectivement donner un total intéressant et important en fin de saison, s'il est encore chez nous. Mais non, dans l'ensemble, c'était plutôt correct et la victoire nous rassure tous un petit peu, même si on sait les manquements de part et d'autre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Juste pour finir, Simon, vraiment très rapidement sur, Ouais. on va dire individuellement, mais enfin c'est plus globalement au niveau groupe. Je vois Église Julien Frey qui se demande dans le chat la défense. C'est vrai, Diomandé revient, El Azouzi devrait revenir aussi normalement dans le groupe, mais Mhm. avec cette défense centrale Ocho, Siralta, Akpa, qui sera aligné selon toi le week-end prochain? Alors je pense que Pellissier a pour habitude de faire ça, c'est-à-dire que quand il a une équipe qui fonctionne, enfin du moins qui gagne, généralement il garde un petit peu le squelette pour le match suivant. En l'occurrence, si on a fait un clean sheet, qu'on a gagné à la maison, je pense qu'à Nice, sauf Pépin, on aura les 5 mêmes défenseurs, même si Diomandé reviendra de suspension, pour moi ça ne bougera pas. Et avec le retour de Diomandé en défense, je pense que El Azouzi, en fait, s'il est amené à revenir dans le groupe, il sera plutôt à disposition du coach pour rentrer en cours de match au milieu de terrain, euh, à la place ou en même temps que Matondo. Voilà. Mais voilà, clairement, avec le retour de Diomandé, je pense pas que El Azouzi passera devant Diomandé, du moins pas maintenant. Mais voilà, pour moi, on a la défense pour Nice, ce sera la même que celle contre Lorient. Et Nice, c'est largement le moment de les jouer, hein. Ouais, c'est Oui, contre oui. Toulouse, c'était très très faiblard. Hein. Oui, c'est le moment de jouer Nice, c'est vrai. Euh, je vous affiche, puisqu'on va y passer également, donc je vous invite à jouer avec nous.
Sur le match d'hier, donc la GIA contre Lorient, quels sont vos top flops? N'hésitez pas à nous les donner dans le chat. On va clôturer nous l'émission là-dessus. J'ai juste un petit truc à vous montrer après, mais rien de dingue. Notre top flop, messieurs, je vous rappelle également à vous, le chat qui est invité à jouer avec nous. Ça peut être un joueur de n'importe quelle équipe, mais ça peut également être n'importe quel événement ou Je oui, crois que tu y es. Elliot, tu es à moitié parti, mais tu es revenu. est-ce que vous m'entendez, les gars? Je crois que c'est vraiment quand je change mes slides. J'espère qu'on m'entend à peu près. Donc, je disais top flop, joueur de n'importe quel camp, mais également Ouais, là, c'est bon. Ouais, ok, ok, merci Sapiens. Bon, j'espère que ouais, ça devrait être bon ouais, pour je pense vraiment que c'est ça. C'est quand tu fais tes animations que ça lag. ouais. Donc, c'est bête parce que c'est super sympa pour suivre l'émission, mais du coup, ça te met quelques bâtons dans les roues, quoi. Non, mais il va falloir que je règle ça. Va falloir que je règle ça. Pour ne pas surcharger mon ordi, mais en même temps pouvoir proposer des trucs, des trucs sympas, du contenu sympa en émission. Voilà, donc je disais, top flop, joueur de n'importe quel camp, mais également n'importe quel événement en rapport avec le match, tant que ça concerne le match. Sapiens, Simon, Hugo, je sais pas lequel de vous veut démarrer pour nous donner son top, son flop dans le chat. Je vous invite à nous donner vos top flops sur le match d'hier. Hugo, tu es l'invité du soir. Si tu as ton top flop en tête, je te laisse y aller. Bah, le top, évidemment, c'est difficile côté Lorientais, donc on est obligé de souligner la grande prestation de Donovan Léon du côté de la JA. Il a été vraiment incroyable. Et ce type de match-là, tu te dis toujours que ce genre de gardien fait ce type de match contre ton club. Tu as toujours cette impression, ah là, le gardien en face, il est énorme, il est dans l'après-midi de sa vie. Là, c'était vraiment ça, hein. Faut que tu regardes Auxerre Paris. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment, le AGA PSG de décembre avait été fantastique pour Lyon, qui par ailleurs est un très bon gardien, hein, avec des lacunes, mais qui commence à montrer une capacité à être un vrai bon gardien de Ligue 1. Et donc, c'était assez écœurant d'avoir un gardien aussi fort et autant en état de grâce, parce que justement, du côté du match de Lorient, le top, c'est peut-être le temps fort des dernières minutes sur lequel il faut construire, sur lequel il faut s'appuyer, notamment au niveau de l'état d'esprit, des intentions offensives pour les deux prochains matchs qu'on va enchaîner à domicile contre des gros, contre Rennes et contre le LOSC. Donc il va falloir ne pas avoir peur, être moins craintif, jouer vers l'avant. Et le flop, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'idée de dire qu'on n'est pas parvenu à se lâcher pour notre retour en Ligue 1. Et c'est un peu dommage parce que même s'il y a tout le contexte qu'on a pu décrire tout au long de l'émission, il y a aussi malgré tout le fait de jouer contre une équipe de notre championnat, ça peut jouer. C'est-à-dire que même si c'est la J1 contre la JA, on se dit bah ça ressemble déjà à un match à 6 points en fait, malgré tout, quoi qu'on en dise. Et peut-être que ça peut jouer dans les têtes. Et contre les gros qu'on va jouer bientôt, en septembre, il y aura aussi Marseille, Monaco, il y a Rennes et le LOSC au mois d'août, bah faut y aller sans complexe. Et là-dessus, les dernières minutes du match, malgré les arrêts de Léon, c'est un peu la boussole, quoi. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que c'est dommage pour vous finalement qu'il n'y ait pas eu peut-être cette première journée au Moustoir pour, Ça, c'est toujours le problème avec le festival interceltique. ouais, pour surfer un peu sur l'euphorie, etc. Je pense que ça aurait permis à l'équipe de se libérer un peu plus si ça avait été à Lorient. Simon, je t'invite à nous donner ton top flop rapidement. Je vois que dans le chat, ça parle beaucoup de la fermeture de la Leclerc bas. Ouais. C'est vrai que c'était dommage. Ouais. Ah, vas-y, Hugo. Non, il y avait beaucoup trop de COP fermées en Ligue 1 ce week-end pour une première Bah, journée. À Metz, les deux copes étaient fermées. Ouais. À Metz, à Auxerre, à Nantes. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dimanche prochain, pour le retour en Ligue 1, pas de Merlu Ultra. Et ça, c'est terrible parce qu'on a eu le malheur d'être trop festif, l'hygiène, envahissement de terrain, comme si on était champion tous les jours. Alors moi, mon top flop, effectivement, je pense que le flop, je partage ce qui est indiqué dans le chat. La tribune bas fermée pour la reprise de la Ligue 1,
c'est dommage parce qu'on sait que c'est toujours un endroit où il y a de l'ambiance, où on pousse les joueurs. Enfin, moi, je sais que je suis un habitué maintenant depuis quelques mois de cette tribune-là où en fait ça vit. On retrouve toujours les mêmes personnes un peu au même endroit. Et bah, c'est toujours très sympa. Ça serait mon flop. Euh, Mon top, c'est tous les commentaires positifs que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux après le match de l'Orienté, qui ont tous loué la beauté et la symbolique du stade de la Baie des Champs, Ouais. qui ont aussi vanté les mérites de la ville d'Auxerre, en indiquant que c'était une très jolie ville. Et bon, c'est pas tous les supporters qui le font, mais c'est quand même assez récurrent parce que voilà, la Baie des Champs, ça reste la Baie des Champs et c'est quand même un stade singulier en Ligue 1. Mais c'était plaisant parce que j'ai vu pas mal de messages et je voyais que c'était sincère. Et voilà, lire Auxerre est une très belle ville. Le stade Abbé-des-Jean, il y a quand même un stade très sympa. Ça sent le foot. Enfin, c'est des petits mots qui font toujours plaisir. Et voilà, ça c'était mon top parce que je pense que le football c'est aussi avant tout du partage. Et quand on voit l'Orienté qui ont perdu un petit peu. Je pense qu'ils doivent être verts parce que la fin du match leur laisse des regrets. Ils ont quand même été capables, dans les messages que j'ai vus, voilà, d'avouer que c'était un lieu agréable et qui respirait le foot. Donc voilà, moi c'est mon top. Ouais, je te rejoins là-dessus, Simon, parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on voit sur les réseaux sociaux des avis positifs. On avait vu les supporters d'Ipswich, bien sûr, mais tout au long de la saison dernière, il n'y a pas un seul intervenant qui a pas souligné la qualité de la communauté sur les réseaux sociaux, la qualité du stade, la qualité des infrastructures ou n'importe quoi, ou juste la sympathie des gens, en fait, que ce soit en déplacement ou à domicile. Et c'est vrai que ça fait plaisir de partager des valeurs comme ça. Bien sûr, certains débordements toujours, mais on essaye de les éviter au maximum. Et ça fait vraiment plaisir de partager, ouais, de partager des moments comme ça au stade. Et c'est vrai que sinon, Ouais. on se retrouve souvent, souvent ensemble. Ouais, vas-y, Hugo. D'autant que, ouais, il y a des valeurs communes entre les supporters lorientais au Sera. Ouais, voilà, il y a cet aspect club familiaux, la convivialité, le foot centré autour du partage et des grosses ferveurs aussi, même si bien sûr la JA est bien plus historique que le FCL au niveau du championnat français. Mais en tous les cas, ouais, je crois que au niveau des supporters, ça a été unanime sur la qualité de ce déplacement et ce qui marquera dans les mémoires, au-delà du fait que c'était le retour en Ligue 1, le lieu, le contexte et la symbolique ont aussi beaucoup compté. Donc, merci à votre communauté dont on voit toute la bienveillance et le bon esprit, que ce soit ce soir, mais aussi sur les réseaux tout au long de la saison. Bah écoute, ça fait vraiment plaisir et merci à toi Hugo, encore une fois, de t'être déplacé. Juste avant que Sapiens nous donne son top flop, enfin, après 1h15, 1h15 d'émission pour la première de la saison, pour prendre les bonnes habitudes. Toujours on dépasse de l'horaire prévu. Je vous invite, vous voyez la dernière slide sur l'écran à droite en espérant que ça me fasse pas trop bugger. La première du Man of the Match, on élit le joueur du match. On y passera vraiment très très rapidement après sans expliquer, juste donner un nom. Ça va être facile de toute manière. Je vous donne trois possibilités pour ce premier match: Donovan Léon, Elisha Owusu ou Lassine Sissoko. Et je vous laisse y aller dans le chat. On lira avec plaisir vos réponses. Même si j'ai déjà une idée de celui qui reviendra le plus fréquemment. Sapiens, je te laisse y aller. Oui, alors pour varier un petit peu les top flops, parce que je pourrais dire que je suis d'accord avec Hugo et Simon, je vais quand même dire en top Lassine Sinayoko, parce que comme on l'a dit sur sa déclaration, on s'était dit oui, est-ce que vraiment il va assumer ce qu'il dit? Et je pense quand même que il nous a prouvé qu'il était capable de faire ça. Et peut-être qu'il va assumer ce rôle-là. Et donc, je vais le mettre en top pour que justement ça le pousse à continuer à performer. Et j'espère qu'on verra d'autres buts de ce style-là parce que franchement, ça nous a fait vibrer dans le stade et j'espère revivre encore des moments comme ça grâce à lui. Sur le flop, bon, pareil, je rejoins complètement ce que tu as pu dire, Simon, sur la tribune Leclerc, etc., sur l'ambiance, justement, qui est un peu aux antipodes de la bonne ambiance, de la convivialité, etc. Même si on craque des fumigènes, je pense pas qu'on soit des supporters violents ou voilà, je trouve ça dommage parce que ça fait partie de l'ambiance du stade et c'est beau aussi en fait de voir des fumigènes dans un stade et de l'effervescence.
Mais juste pour avoir un flop différent, je vais aller sur l'arbitre parce que je trouve que le match était beaucoup trop haché. Il y a des moments où c'était, enfin, ça sifflait, il n'y avait pas d'avantage laissé. Enfin, ça a rendu presque la rencontre désagréable à suivre pendant un moment parce que, enfin voilà, si je devais donner un flop différent, ce serait celui-là. Plus en tant que spectateur du match où je trouvais qu'il ne laissait pas jouer, mais je pense que ça va être le cas de beaucoup d'arbitres de Ligue 1 cette saison. Ouais, bien sûr, toujours ces difficultés un peu sur l'arbitrage, mais c'est vrai que hier le match a été particulièrement haché. C'est vrai. Dans le chat, allez-y pour vous donner votre homme du match. Moi, je vais y aller très rapidement sur mes top flops, à commencer par le flop évidemment, parce que on commence toujours par le négatif pour aller vers le plus beau, vers le soleil. Mon flop, ce serait juste si je devais aller être tatillon, on va dire, au-delà des difficultés qu'on rencontre collectivement, mais ce serait peut-être les changements que j'ai trouvé un poil tardifs. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui peuvent faire des différences sur le banc. Je pense à Rudy Matondo, je pense à Lasso Koulibaly. J'ai trouvé qu'ils étaient rentrés un poil tard pour faire les différences. C'est pas très grave et je sais que Pellissier est plutôt adepte des changements relativement tardifs, Très mais tardif. très tardif même. Si À possible. noter quand même cette capacité d'adaptation encore une fois avec le passage en 5-3-2. Pour le coup, qui a pas mis en valeur les qualités de Lasso Koulibaly, mais qui a plutôt sécurisé la victoire, même si on a tremblé sur les tout derniers instants. Voilà, ça nous permet quand même de repartir avec 3 points. Pour le point, pour les tops, je m'accorde 2 tops, puisque bon, c'est un peu les privilèges d'être chez soi en même temps, je peux bien faire ce que je veux. Non, le premier, c'est quand même l'ambiance. Pour le coup, j'étais proche des ultras en OHO et ça a quand même pas mal repris, etc. Alors, bien sûr, c'est dommage que cette tribune Leclerc-Bas ait été fermée, surtout pour la première de la saison. C'est quand même pas des images qui mettent en valeur Ligue 1+, etc. Mais bon, on parlera de cohérence plus tard. Mais en tout cas, sur l'ambiance globale du stade, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. À noter les applaudissements pour Casimir après à sa sortie, etc. Voilà, je trouve que ça va dans l'ambiance. Le deuxième top, ben c'est vous dans le chat, vous êtes c'est complètement dingue. Alors je sais que je surfe évidemment sur le début de saison, les bons résultats, c'est l'été, les gens sont en vacances, mais vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait plaisir et je prends ça comme une reconnaissance du travail fourni, votre présence très 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 nombreuse. J'espère que on va dire les nouveaux formats, les nouveaux contenus vous plaisent. Je travaille, va falloir que je travaille aussi sur mon ordi, je crois pour qu'ils tiennent la route et qu'ils puissent supporter les changements de slide. Non, voilà, vraiment grand merci à tous, les plus fidèles que je reconnais dans le chat, mais aussi les nouveaux. Vous êtes les bienvenus évidemment autour de notre club de cœur. Je crois que c'est Simon l'a dit, mais le foot c'est particulièrement du partage et partager ça avec vous, c'est vraiment un grand plaisir. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là ce soir. Et juste pour finir, Sapiens, Simon, Hugo, on va juste jouer nous aussi à l'homme du match. En un mot, Sapiens, Léon, Owusu ou Sinayoko. Ce qui est bien, Elliot, c'est qu'on sait quand tu changes de slide ou que tu mets une animation parce que tu lags complètement. Donc même sans regarder l'écran, on sait quand le changement arrive. Est-ce que tu Euh, m'as, est-ce que tu, donc est-ce que tu quand m'entends? tu es revenu complètement, on va te répondre. Mais là, je crois que tu es en statique. Bientôt, je vais revenir, promis. C'est bon, là, tu es de retour. Cool. Allons-y. Du coup, tu demandais notre homme du match. J'ai cru saisir ça. Ouais. Donc, de mon côté, bah, évidemment, ça sera facile. Ça sera Donovan Léon. Pour les qualités qu'on a louées, bah, déjà ses qualités propres de gardien sur la ligne avec les sauvetages incroyables qu'il a pu faire. Et puis, évidemment, ses qualités de relance qu'on a déjà commencé à voir l'an dernier parce que je crois qu'il avait déjà fait 2 passes décisives, une contre Nice et une contre Marseille où d'ailleurs c'était Lasso Koulibaly qui mettait contre Nice ce but et Sinayoko contre Marseille. Et bref, bah, il a l'air de continuer à faire ça et on est bien content parce que ça marche. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire ça, mais d'avoir aussi une animation qui part de la défense et qu'on ait plusieurs cordes plutôt à notre arc. J'ai du mal. Sur la fin de soirée, là, il y a des problèmes d'élocution, hein. Bah, merci à toi, Sapiens, c'était très clair. Simon, en un mot, ton homme du match, Léon, Owusu ou Sinayoko? Ah, c'est Il n'a pas pas mal. activé son micro.
J'ai dit Léon. Ah, ok, ok, En un pardon. mot. Ok. Non, non, en deux mots, Léon, parce que il surfe effectivement sur ses performances de l'année dernière en Ligue 1, où effectivement il devient un gardien euh, top, je pense, pas loin du top 5 des gardiens de Ligue 1. Il s'est affirmé. Il y avait quand même beaucoup de supporters qui doutaient de lui. Je pense qu'il a travaillé énormément aux entraînements depuis 2 saisons maintenant. Et voilà, il est passé d'être doublure en Ligue 1 à être un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Donc ça prouve que même quand on a la trentaine, on continue à progresser. Et il prouve que même à 30, 31 ans, en ayant seulement 2 saisons de Ligue 1 dans les pattes, on peut devenir un très bon gardien de Ligue 1. Donc ouais, moi, je suis content pour lui et j'espère qu'il va nous faire gagner des points comme il a fait dimanche. Et Ouais, juste un mot pour Hugo, que je veux remercier particulièrement parce que j'ai trouvé la qualité des échanges et du débat très quali. Donc je te remercie d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Et en tout cas, c'était très agréable de t'écouter pour nous livrer tes analyses sur ton club de cœur. Et en tout cas, moi, ça m'a donné quelques réponses à des questions que j'avais avant de venir ici. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu dire et partager sur Lorient. ouais, Grand merci. Merci Simon d'avoir lancé le truc. Mais merci Hugo, franchement, d'avoir pris le temps Merci, pour merci, l'émission. C'était top. c'est toujours un plaisir. C'était top. Et juste, du coup, pour terminer, en un Ouais. mot, Léon, Owusu, Sinayoko. Bah, Léon, parce que c'est évidemment lui qui nous prive de prendre un point pour notre retour en Ligue 1. Donc, évidemment, lui, évidemment, Donovan Léon. Et ouais, Et, c'est et pour vous répondre, merci à vous. C'est toujours un plaisir de venir dans ce genre d'émission, de partager notre passion et de voir cette convivialité autour du foot. Et on espère dans le chat que ça vous a plu. Et un grand merci à vous, les gars. Ce sera à refaire au match retour, en tous les cas. grave, grave. Le rendez-vous est déjà pris. Hugo, note dans ton carnet. Le lundi suivant, 20h45. J'ai Allez, l'impression que Simon nous a déjà quittés. Mais voilà, c'était vraiment un grand, grand, grand plaisir cette émission. Tous les lundis soirs, normalement, d'après week-end de match, on sera là à 20h45 pour débriefer les matchs. Je vous invite évidemment à follow la chaîne, à mettre les alertes pour les streams et à venir dès que vous recevez une alerte, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur X particulièrement pour avoir les horaires et les horaires de partage des rediffusions, etc. Tout ce genre de choses. Simon est revenu. Super, on va pouvoir clôturer à 4. Merci à vous, Sapiens, Simon, les titulaires, les habitués, les stars de la commu, je vous remercie. Vous êtes généralement mes sauveurs. Merci à vous. Hugo, encore une fois, un grand merci de t'être déplacé. C'était un plaisir de partager cette émission avec toi. J'ai vu que Choubak m'avait déjà proposé ses services pour m'occuper de mon ordinateur. Il va falloir que je règle ça. Mais malheureusement, j'ai bien l'impression qu'il est au max de ses performances, mon petit ordi portable. Enfin, mon petit, il est déjà très bien comme ordi portable, mais bon. Le stream est assez gourmand. Voilà, je vous remercie vraiment, sincèrement. J'espère que tous les nouveaux contenus vous plaisent, que l'émission est un peu plus interactive pour vous. J'ai l'impression en tout cas que ça vous plaît. Vous êtes nombreux, vous revenez et ça fait très plaisir. On se retrouve très probablement la semaine prochaine pour débriefer le déplacement à Nice. Et puis voilà. En attendant, prenez soin de vous. Allez la GIA. Et merci encore à tous d'avoir été présents en aussi grande quantité. Sincèrement, ça me